Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 7e émission d'AGA TV. De permanentes évolutions touchent notre secteur, les entreprises, les clients. Aujourd'hui, l'entreprise est une construction sociale dynamique en interaction permanente avec les territoires. Prévoir l'évolution de son agence est indispensable pour préparer les compétences nécessaires, réadapter la production, repenser les priorités et prédire les besoins en termes de moyens et de ressources. Formation salaire, les nouveautés 2022 pour attirer et fidéliser les talents dans vos agences, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Pascal Chaplon. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président d'AGA. Grégoire Dupont. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, vous êtes directeur général d'AGA. Béatrice Ménil nous a rejoint aussi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de CFDT pour la branche. Oui. C'est bien ça. Et Yves Portelli. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes directeur général OPCO Atlas. C'est bien ça ? Absolument. Madame, messieurs, nous allons évoquer les principales évolutions sociales, économiques qui touchent ou qui vont toucher les agences d'assurance. Pouvons-nous d'abord faire un rapide tour de table pour expliquer le rôle de chacun dans la branche et l'organisation des commissions sociales, Pascal ? Alors, avant toute chose, j'aimerais adresser à mes confrères et à leurs collaborateurs tous mes meilleurs vœux en ce début d'année et leur souhaiter beaucoup de courage pour la gestion de tous ces protocoles divers et variés qui sont malheureusement notre quotidien en ce moment. La fédération est à leur côté, notamment sur toute la déclinaison et l'explication de tous ces textes évolutifs au fur et à mesure des semaines, et qui n'hésitent surtout pas à nous contacter si nécessaire pour pouvoir les aider à gérer le cas particulier dans leurs agences. Donc plus particulièrement, merci pour ce message adressé aux agents généraux, Pascal Chaplon, pour le rôle de chacun dans ce... Alors le rôle de chacun, la fédération AGA, nous avons la chance d'avoir pour la représentation de notre profession une seule fédération, qui est AGA. Et cette fédération, dans ses attributions, nous avons les discussions, les relations sociales avec les représentations salariales. Et nous avons la chance de travailler dans des commissions paritaires pour pouvoir aborder les sujets de formation, les sujets de rémunération, les sujets de convention collective. Et puis de pouvoir partager avec nos interlocuteurs notre vision des différents sujets. Et puis tout ceci donne lieu à des échanges. On a des commissions qui vont statuer sur un certain nombre de choses. On en verra quelques-unes aujourd'hui. Et c'est un plaisir de pouvoir échanger très régulièrement avec les représentants de nos collaborateurs. Grégoire, d'autres choses à ajouter sur ce sujet en termes... Concrètement, ce sont des réunions mensuelles, plus des groupes de travaux. Donc vous avez ce qu'on appelle paritaire pour rappeler les choses, donc des représentants des agents généraux et des collaborateurs techniciens de la fédération. Là, la partie patronale est animée et présidée par Karine Imbert, qui ne peut pas être présente aujourd'hui, qui est présidente adjointe de la fédération, en charge de ce sujet-là. Et puis, l'autre partenaire de cette partie de ping-pong, si je puis dire, ce sont les organisations syndicales représentées par Madame Ménil. Donc on a des réunions mensuelles et puis des groupes de travail spécifiques, là encore toujours paritaires, pour construire des solutions, des compromis, dépasser peut-être des oppositions, mais voilà. Mais sachez aussi qu'on est bien à chaque fois dans une signature collective. Il ne peut pas y avoir une décision seule de la partie patronale et à contrario seule de la partie salariale. Donc c'est une exigence et depuis des années ce dialogue est efficace puisqu'il y a Irrégulier et de nombreuses signatures d'accords au bénéfice des salariés et des employeurs. Béatrice Ménil, c'est quoi votre rôle ? Alors moi je représente donc la CFDT au sein de AGA. On est là pour entamer, comme l'a dit Grégoire, ces négociations. Éventuellement proposer des sujets de débat. Le dialogue social est particulièrement consensuel, me semble-t-il, au sein d'AGA. C'est un constat que vous faites aujourd'hui ? Ah oui, c'est un constat que je fais aujourd'hui parce que j'entame ma 4e année au sein de ces commissions sociales qui ont été évoquées par Pascal Chaplon. C'est pas toujours le cas. Je siège dans d'autres instances paritaires et ça n'est pas systématiquement le cas. Je crois qu'AGA, il y a vraiment une volonté à la fois d'aider les agents
parce que la formation, les sujets qui sont abordés sont quand même des sujets complexes, difficiles à s'approprier, et de favoriser en particulier la formation de leurs salariés. Yves Portelli, votre rôle ? Alors c'est un rôle un peu particulier puisque moi je suis un peu à côté, mais en tout cas je suis au service des branches professionnelles puisque l'opérateur de compétences, pour dire ce que veut dire le mot OPCO, l'opérateur de compétences Atlas est constitué de 15 branches, des services du conseil, des services financiers et de l'assurance, et nous sommes au service des politiques de branches qui sont donc décidées systématiquement, paritairement au sein des branches professionnelles. Parfait. Alors, on va rentrer dans le détail sur ce sujet. On va faire encore un deuxième petit tour de table avant de rentrer concrètement dans chacun des sujets, sur les points structurants, en tout cas les points importants que vous souhaitez mettre en avant et attirer l'attention peut-être des nombreux agents généraux qui nous regardent. Pascal, vous voulez commencer pour ce petit tour de table ? Comme tu l'as dit dans ton introduction, je pense que notre métier est en évolution forte. Ça veut dire que le métier des agents généraux évolue, mais le métier des collaborateurs aussi. Et pour pouvoir pleinement exercer son métier aujourd'hui, il faut augmenter nos compétences, tant du côté des agents généraux que du côté des collaborateurs. Et il est très important aujourd'hui qu'on puisse avoir ces projets pour pouvoir permettre à nos collaborateurs de grandir dans leur métier et de leur proposer aussi un projet professionnel. Parce que ce projet professionnel, c'est ce qui fera qu'on pourra les fidéliser, et puis qui s'éclateront dans leur métier. C'est un métier difficile, c'est un métier qui va toucher beaucoup de métiers différents à l'intérieur de l'agence. Je pense que le partenariat que l'on a aujourd'hui avec Atlas, c'est important puisque nous pouvons travailler à la construction de parcours de professionnalisation, de parcours de spécialisation. Et là, c'est intéressant d'avoir une oreille attentive de la part de l'OPCO Atlas, puisque nous sommes force de proposition. Nous travaillons donc avec les représentants des salariés pour justement essayer de mettre en forme ce qu'est l'agence de demain. Et cette agence, moi ça fait 10 ans que j'en parle à mes collaborateurs en disant: votre métier change, votre métier évolue, il faut que l'on se mette dans cette position de garder nos forces et de gommer nos faiblesses par rapport à ce que sera l'exigence de l'agence générale de demain. Alors, on parlera évolution des salaires, on parlera formation, on va parler recrutement, mais avant cela, sur les points structurants, Béatrice Ménil, qu'est-ce que vous pouvez nous signaler pour les nombreux agents qui nous regardent ? Je crois que je vais juste compléter ce qui vient d'être dit. Je crois que les enjeux sont extrêmement importants. Il y a l'enjeu de l'attractivité, sur lequel je pense qu'on va revenir. Tout à fait. En ce qui concerne la CFDT, on est extrêmement vigilant, quel que soit d'ailleurs le type d'agence, sur la sécurisation des parcours. Parfait. C'est un de nos... on va dire, de nos... Un cheval de bataille. On va dire, s'adapter. Il faut s'adapter aux évolutions. Et la formation permet de s'adapter aux évolutions. Là aussi, on va en reparler. Yves Portelli. Dans cette chaîne de valeur, j'ai envie de dire, l'OPCO vient un peu au service des entreprises. Comme je le disais, ayez ce réflexe, c'est-à-dire vous avez une question de formation professionnelle, une question de recrutement de jeunes, une question de mobilisation sur votre territoire, de la valorisation de vos métiers. L'OPCO Atlas est à votre service. Donc il faut avoir ce réflexe-là. Avoir le réflexe OPCO, c'est ça ? Oui, OPCO, c'est le meilleur message que vous pouvez délivrer, mis à part ceux que vous évoquerez après. Grégoire Dupont ? Moi, c'était un déroulé de la notion de ressources humaines, ce terme un petit peu technique, mais arrêtons-nous sur le mot humain. Une agence d'assurance, c'est des clients, c'est des compagnies, c'est de l'informatique, c'est des produits. Mais c'est des hommes et des femmes, et c'est là où on peut faire bouger les choses. Une conviction personnelle, mais c'est aussi une conviction partagée par bon nombre d'agents que je vois au quotidien. Si on veut faire avancer un collectif, comme l'a dit Pascal, ou si on veut trouver des solutions, c'est là que ça se joue. Évidemment, et c'est là aussi où l'agent a la main et les salariés ont la main. C'est compliqué de faire bouger l'informatique des compagnies, c'est compliqué de faire bouger les produits, etc. Mais là, il y a un levier. Donc, faut le saisir. Et c'est ce que je vois, on se balade beaucoup en agence avec les collaborateurs de la fédération. Il y a des belles histoires humaines dans ces petites entreprises. Et il faut être attentif à l'humain vraiment et pas que parler en acronyme ou autre, etc. Et là, il y a vraiment des belles histoires dans les agences, il faut que ça continue. Mais c'est exigeant d'avoir des belles histoires qui continuent. Mais je crois que ce qui est important, la fédération, on a un slogan qui dit « on assure mieux quand on connaît mieux ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute la perception aujourd'hui qu'un collaborateur peut avoir dans une relation avec un client, tous les outils d'intelligence artificielle ne l'auront jamais.
cette notion de personnalisation de la relation fait que ce côté humain de notre métier, alors bien sûr que l'informatique elle est froide, elle apporte un outil, mais la relation entre le client et l'agence, très très souvent, ce sont les collaborateurs qui vont la construire. L'agent va avoir une relation un peu plus large avec un ensemble de clients, mais on a des collaborateurs qui ont des relations très, très, très personnelles avec les clients. Et ça, on ne pourra jamais le remplacer par un outil informatique. C'est clair. Donc, on va être très concret désormais. On va rentrer dans les sujets les uns après les autres. On va prendre aussi quelques questions que se posent certains agents généraux dans le cours de cette émission. Évolution des salaires, formation, recrutement et d'un point de vue général, tout ce qui est important autour de l'agence et de son attractivité générale. Commençons par la dernière négociation salariale sur l'évolution des salaires. Alors, une question se pose. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis est-ce qu'il y avait du rattrapage à faire par rapport à certaines activités entre guillemets ou sans guillemets concurrentielles, Grégoire Dupont? Alors oui, donc c'est le sujet, et la plupart des agents ont peut-être vu l'information, mais je veux le dire à titre de rappel. Chaque année, les partenaires sociaux signent des accords sur les minima de branche. Et ces minima sont des marqueurs importants. Alors, ce n'est pas les salaires réels, puisqu'ils sont en fonction de l'expérience, de situation géographique, de pénurie d'emploi, etc., etc. Mais ils donnent un signe dans cette concurrence, entre guillemets, pour l'emploi, pour attirer les meilleurs talents. Donc, oui, il y avait, Jean-Luc, un retard, tout du moins des salaires minimaux un peu plus bas par rapport aux concurrents, si je puis dire, que sont les branches courtage et les branches FFA, compagnie d'assurance. Il y avait des salaires minimaux plus bas, et depuis 4-5 ans, c'était un travail de long terme qui avait été décidé par la fédération, donc une augmentation. Et cette année, symboliquement et de manière assez forte, ce sont des chiffres assez importants, puisqu'on a une augmentation de 3% de l'ensemble des minima. À partir du 1er janvier. Du 1er janvier 2022. Etc. Tout à fait. Donc on est très content parce qu'on a porté cette volonté. Paradoxalement, les discussions, les échanges ont plutôt été au sein de la partie patronale, parce qu'il faut convaincre que, encore une fois, c'est le capital humain, il faut aller. On est vraiment dans des signes. J'insiste aussi, les salaires réels sont plus élevés, mais ça donne aussi un signe en entrée pour les nouveaux, etc. Et ça donne une indication aussi. Il faut être attentif à cet équilibre de vie, mais aussi cet équilibre économique pour les salariés. Donc on est très heureux de pouvoir avoir signé cet accord avec les partenaires sociaux pour avoir rehaussé la totalité de la grille de 3%. Tout est en ligne sur le site internet. Au 1er janvier 2022. Béatrice Ménil, vous en pensez quoi de cet accord ? À la CFDT, on en est très satisfait. Nous avions proposé effectivement et trouvé cet accord sur les 3%, parce que effectivement, c'est un signe pour les salariés qui sont en place, et c'est aussi le signe de rattrapage. Il y a une certaine ancienneté des salariés dans les agences d'assurance. Ce sont de petites structures, et en fait, je pense que ça envoie effectivement un aspect positif à ceux qui travaillent et qui se sont mobilisés aussi pendant une crise sanitaire dont on ne voit pas le bout, parce que les agences n'ont pas fermé en règle générale. Et donc à bon accord. Ah, très bon accord. Pascal Chaplon. Moi, j'avais souhaité que dans cette discussion, on soit très volontariste. Avec l'appui de notre comité directeur, nous avions souhaité faire un geste fort à destination de nos collaborateurs. Déjà, d'une part, effectivement, par rapport à ce déséquilibre qui commençait à se combler, mais qu'il fallait combler par rapport à nos autres employeurs potentiels. Mais surtout qu'aujourd'hui, c'est important de le rappeler, nos collaborateurs ont tenu la baraque. Ça fait 2 ans aujourd'hui que nos agences, elles sont en activité. Les compagnies, elles se sont réfugiées en télétravail, elles ont opté pour le plan hyper protection sanitaire, ok, sauf qu'il fallait quand même continuer l'activité, il fallait quand même continuer à parler à nos clients, il fallait continuer d'ouvrir les sinistres, il fallait continuer de faire face aux demandes de nos clients diverses et variées, et notamment pour les professionnels qui avaient beaucoup de clients, beaucoup de questions par rapport à leur perte d'exploitation, par rapport à la vie de leur entreprise. Et là, aujourd'hui, nos collaborateurs étaient présents, et il me semblait nécessaire, dans cette période de renégociation salariale, de faire nous aussi un geste à destination de nos collaborateurs. Il est forcément insuffisant, il est forcément perfectible, mais aujourd'hui,
mon mandat, je souhaite que dans ce mandat, on ait un gros volet sur l'attractivité de notre métier et que on ait des démarches régulières de promotion du métier de collaborateur d'agence, et on en reparlera tout à l'heure. C'est un point majeur. Alors, après les négociations salariales que vous venez d'évoquer, on va parler du recrutement. Plusieurs questions se posent peut-être. Est-ce que les agents d'assurance ont aujourd'hui besoin de recruter? Est-ce que c'est plus généralement l'agence qui a besoin de nouvelles compétences? Est-ce qu'il y a besoin de nouveaux profils ou pas? Est-ce qu'effectivement il y a de nouvelles spécialisations qui s'opèrent ou de nouvelles façons d'exercer son métier d'agent général? Vous avez des convictions sur le sujet? On est aujourd'hui, je pense, dans une profession où on doit pouvoir dire qu'on est au plein emploi. On manque de bras, c'est clair. On a aujourd'hui, on a des postes à pourvoir et on a insuffisamment de candidats. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une agence, on peut arriver à proposer un emploi qui va permettre de faire une évolution professionnelle. La convention collective, d'ailleurs, elle est construite autour de ce schéma. Est-ce qu'il y a de nouvelles compétences ? Je pense qu'il y a des fonctions qui évoluent. On parlera tout à l'heure de la digitalisation. Dans une agence aujourd'hui, il est clair qu'il y a l'agence physique, mais il y a également l'agence virtuelle. C'est-à-dire qu'on a un flux de business qui provient de la toile. Aujourd'hui, on ne parle pas à un client de la toile comme on parle à un client qui pousse la porte de l'agence. Donc on a aujourd'hui des collaborateurs qui doivent être techniquement formés de façon différente, parce qu'on aura une approche différente des parcours clients, des schémas de souscription, entre celui qui va venir à l'agence et celui qui arrivera par le biais d'un site internet. On a aussi récupéré un certain nombre de tâches que les compagnies nous redonnent. Tout ceci fait qu'on a peut-être un peu plus de spécialisation, un peu plus de professionnalisation dans certains métiers aujourd'hui exercés dans certaines agences. Mais on a la capacité aujourd'hui à recruter, à embaucher. On attend et on cherche des profils. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument qu'on parle de l'attractivité de notre métier. Il y a du business, il y a des jobs à trouver. Et il y a des besoins. Il y a des besoins et on est prêt à embarquer des jeunes dans notre aventure. Donc ça aussi, je crois qu'il faut que dans toute cette partie, et on va s'y attacher pendant ce mandat, à promouvoir ce métier directement, peut-être auprès des écoles, pour qu'on puisse avoir une vision. Le flux de candidats nécessaires qui répondent aux besoins. Yves Portelli, c'est quoi votre constat sur le sujet ? De toute façon, la branche professionnelle mène des études actuellement sur l'évolution des métiers, et notamment une importante, puisqu'on va avoir le livrable qui va arriver au mois de février, qui est sur évidemment l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de la branche, des branches de l'assurance d'ailleurs, puisque toutes les branches de l'assurance sont concernées par ce métier. Donc on va voir, est-ce qu'on doit faire évoluer notre offre de certification, est-ce qu'on doit faire évoluer les compétences, c'est vraiment une vision prospective qu'on va avoir en effet sur l'évolution des métiers. Parallèlement à ça, sur le recrutement, le président Chaplon disait nous avons besoin de jeunes, et bien ça marche plutôt pas mal. Vous avez compris, j'ai envie de dire que en effet l'apprentissage et l'alternance dans sa globalité, c'est du pré-recrutement, donc ça c'est un vrai sujet, mais peut-être qu'il y a un sujet que l'on ne travaille peut-être pas assez aujourd'hui, et peut-être que notre métier est aussi de promouvoir ce type de recrutement. Ce sont aussi les demandeurs d'emploi qui aujourd'hui peuvent être accompagnés en formation sur vos métiers et qui peuvent être aujourd'hui des collaborateurs accompagnés, formés, qui viennent travailler dans les postes qui sont vacants aujourd'hui dans les agents généraux. Chez les agents généraux, pardon. Et sur les nouvelles compétences, les nouveaux profils, vous partagez ce que vient de dire Pascal Chaplon sur l'évolution liée à la digitalisation, par exemple ? On reste quand même sur les métiers fondamentaux. Voilà, il n'y a pas de révolution au sens... Il y a les métiers fondamentaux de la gestion et il y a les métiers fondamentaux de la relation client. Ça, je crois que personne ne viendra dire le contraire. À l'intérieur de ces métiers, il y a des évolutions par cet impact de la digitalisation. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un qui fait de la gestion peut être aussi amené à travailler sur le site internet chez un agent général, par exemple. Donc c'est une compétence qui viendra en plus. Mais le métier, fondamentalement, ne change pas. Il y a de nouvelles compétences qui viennent se développer sur ces métiers-là. On parle de son métier différemment puisqu'on va aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire une promotion, on peut faire une information, on peut parler technique sur les réseaux sociaux. Et là, encore une fois, c'est important dans une agence qu'on puisse avoir cet accompagnement sur
une professionnalisation. D'ailleurs, juste avant ce plateau, Grégoire, je reviens, on a vu de très belles initiatives d'agents généraux sur les réseaux sociaux. Des campagnes de pub. Des campagnes de pub Exactement. très, très, très performantes. Exactement. Grégoire Dupont. C'est sur peut-être des précisions sur le marché de l'emploi. On le dit tous les jours, mais j'en profite d'avoir peut-être quelques agents généraux qui nous écoutent, etc. Le marché aujourd'hui a complètement changé. On est dans une situation où l'employeur doit séduire le candidat. Le modèle de « je suis employeur, j'ai une pléthore de candidats et je sélectionne » est totalement inversé. Et il est vraiment inversé. Donc on doit séduire, et dans cette séduction, oui, aujourd'hui, un jeune qui a un BTS ou une licence pro, assurance ou banque, c'est le roi du pétrole. Il fait son marché, il choisit sa localisation géographique, est-ce que l'agent, l'employeur est sympathique, l'équipe, etc., etc. Donc vraiment, c'est un état de fait. On a changé sur les métiers techniques qui nous importent, etc. Donc il faut absolument que l'agent général et tout employeur dans tout secteur propose et présente avec une grande franchise les atouts et éventuellement les zones de progrès de son entreprise, mais se distingue et entende. Et une approche le plus large possible, on l'a dit, sur un jeune qui a un très bon tempérament, pas forcément les compétences techniques, ou sur quelqu'un qui est plus loin du secteur, mais qui a une forte volonté de reconversion, qui vient du secteur du commerce et qui veut venir dans le secteur. Voilà, il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit dans les recrutements. Je donnerai un exemple d'un agent proche de nous. Il a recruté une commerciale qui vient du commerce, qui travaillait chez Maison du Monde. Et cette personne, nous dit-il, a une relation client et une approche qui est très très intéressante, des grandes compétences relationnelles. Et évidemment, il va falloir progresser en assurance. Mais il a choisi de bâtir sur cette personnalité un chemin de compétences. Il faut vraiment avoir une approche large. On ne peut pas aujourd'hui exiger et trouver facilement quelqu'un qui a un BTS assurance et 5 ans d'expérience en agence d'assurance. On a des difficultés fortes à trouver. Ça veut dire aussi que les profils de poste communiqués par les agents généraux doivent changer dans la façon de présenter le poste ou... Alors, comme on l'a dit, on a vraiment des éléments concrets. On est chargé de clientèle ou en charge de la gestion, on l'a toujours, etc. Mais oui, dans la présentation, il faut aller sur mettre de la chair, je dirais, sur le poste et sur la forme plus que sur le fond. Le fond, ce sont des jobs qui évoluent, etc., mais qui sont quand même assez ancrés, comme l'a dit Yves Portelli. Mais oui, sur la forme, il y a quelque chose à dire sur vendre sa qualité d'employeur, vendre son agence. Vendre son attractivité et celle du secteur. Des clients, il faut qu'ils le fassent aussi vis-à-vis des futurs collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, les agents généraux, ils ont du mal à trouver des collaborateurs. C'est bien ça, Pascal, c'est ce que vous disiez en introduction du sujet. Effectivement, du mal à trouver des collaborateurs. Alors, on a un service au sein de la fédération qui s'appelle AGRH, qui est un cabinet de recrutement captif, sur lequel on a envie d'investir fort parce que ce sont des profils qui restent néanmoins des profils technico-commerciaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut bien sûr apprendre sur le tas le métier de collaborateur. Néanmoins, il faut quand même des bases, il faut avoir une approche qui va permettre de gérer cette relation client, qui ne sont pas forcément toujours faciles. Les clients aujourd'hui, ils vivent aussi un grand stress qui transmettent à nos collaboratrices. Voilà. Donc il faut arriver à avoir des personnes qui sont plutôt solides dans la relation client. Néanmoins, ça reste un métier technique. Il y a un code des assurances, on est sur des critères de souscription, on est sur un métier qui est encadré par la loi, où il y a une réglementation, il y a la justification du conseil, la qualité du conseil. Donc on est quand même dans un métier qui est très structuré et très structurant. Et on ne pouvait pas rester, nous, vis-à-vis de la fédération, inactifs sur ce recrutement. Donc AGRH, aujourd'hui, on va révolutionner un petit peu son fonctionnement à travers le remplacement des outils. On avait des outils qui étaient un petit peu anciens. On va aller chercher aujourd'hui des outils beaucoup plus modernes pour essayer de trouver ce fameux sourcing. C'est-à-dire que il faut qu'on aille chercher les candidats. Mais les candidats, il n'y a pas que ce biais-là. Il y a aussi les candidats qu'on peut aller récupérer à la fin de leur école ou au moment où ils vont passer leur diplôme. Et là, c'est intéressant, et là je rejoins Yves, sur ce point, il me semble qu'il faut qu'on parle plus de notre métier de collaborateur d'agence. C'est indispensable. Moi, je suis un peu exaspéré quand on me parle du BTS Assurance. La sortie du BTS Assurance, c'est quoi ? C'est essentiellement des collaborateurs qui partent à la banque ou qui partent en compagnie.
Eh oui. Sauf qu'aujourd'hui, moi j'ai besoin de bras et j'ai besoin de candidats. Donc j'aimerais trouver le moyen de faire un BTS collaborateur d'agence. Alors, on va y travailler, on va y réfléchir. On a des pistes, on a des partenaires potentiels. On est en train de travailler avec quelques partenariats sur des écoles qui pourraient nous apporter un sujet. Bien sûr qu'il y a le référencement des diplômes, bien sûr que... Mais il y a tout cet emballage autour qui fait que dans une agence d'assurance, un collaborateur, il peut avoir un projet de carrière. Il y a cette attractivité dont vous parliez tout à l'heure qui semble, je dirais, indispensable. Il y a les outils qui permettent d'aller chercher au bon moment le bon candidat, mais il y a aussi l'attractivité. Une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que les métiers de l'agence ont-ils une bonne notoriété? Est-ce qu'ils ont une bonne image? Quelle est votre perception? Le premier point, c'est Grégoire, l'indifférenciation. C'est l'agent d'assurance dans le grand domaine bancaire et financier. Donc on a cette barrière à prendre, parce qu'évidemment, être employé par tel grand nom, telle grande compagnie, etc., c'est plus visible, ou telle banque, etc. La chance qu'on a, si on est positif, c'est l'implantation territoriale des agences. Évidemment, dans les métropoles, on a cette concurrence d'emploi. Mais c'est une chance d'être dans certaines zones, villes moyennes, zones rurales, etc., parce qu'une partie des Français, et c'est très bien, sont heureux de trouver de l'emploi dans leur zone de vie, etc. Donc ça, c'est un vrai atout. La dimension, ça peut être une difficulté, mais ça peut être un atout. Ceux qui sont attirés par le fait de rester dans leur territoire, comme je disais, et donc de nouer aussi des relations interpersonnelles avec leur clientèle. Et ça, c'est un vrai atout. Après, il y a cette dimension de notoriété qu'on a déjà évoquée. il y a un déficit d'image, voilà. On peut le constater, non? D'image, notoriété. Déficit de notoriété. De notoriété. C'est un métier qui est méconnu. Mais il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, les gens ont envie plutôt de sortir des grandes villes pour avoir une qualité de vie, de se rapprocher de leur job, de ne pas avoir à faire beaucoup de trajets pour pouvoir venir bosser. L'agence, c'est une des solutions. Et d'ailleurs, on commence à voir quelques collaborateurs de compagnie qui s'orienteraient plutôt vers les agences générales. Parce qu'elles ont envie de sortir du contexte des grandes métropoles, parce que, bien sûr, et de se rapprocher vers une autre vision de leur métier. Mais sur ce déficit de notoriété, je peux vous assurer qu'on va y travailler très fortement. On a la chance d'avoir, avec la fédération, une organisation régionale, avec des élus régionaux. Et ces élus régionaux, aujourd'hui, portent cette image de façon dynamique et positive, auprès des universités, auprès des écoles, auprès des CFA. On a une démarche organisée, un peu militaire, c'est vrai, mais il faut qu'on parle des agents généraux plus qu'on en parlait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent. Yves Portelli, cette notion de proximité déjà évoquée par Grégoire Dupont et Pascal Chaplon, vous la partagez? Alors la notion de proximité, on est clairement dans une ère du temps, on va dire aujourd'hui, c'est-à-dire que travailler près de chez soi et travailler dans des zones qui sont dans des territoires bien implantés, dans lesquels on a sa culture, dans lesquels on a sa vie, c'est un élément d'attractivité fort. Comme l'élément d'attractivité des négociations que vous avez au sein de la branche, sur l'humain, sur la formation et sur la rémunération. Tout ça sont des éléments d'attractivité. Au-delà de ça, une des missions d'un opérateur de compétences, c'est aussi la promotion des métiers. Et donc, et ça, c'est un énorme métier, enfin, c'est un énorme job que nous avons, qui est quand même, aujourd'hui, pour nos 15 branches, d'avoir un plan de communication, de mettre au service des branches, des experts qui travaillent sur, justement, tous les outils de promotion des métiers. Alors ça va de la création d'un site sur J'assure mon avenir, dans lequel les 4 branches de l'assurance montrent la variété, les palettes de métiers auprès des jeunes. C'est les salons. Et là, les salons... Les salons en ce moment, c'est compliqué, mais... Oui, mais ça tourne quand même. Il y avait quand même le World Skills ce week-end à Lyon, quand même, donc ça a bien tourné. Donc globalement, et évidemment, avec l'appui de la fédération qui est vraiment très présente sur les territoires, nous avons aujourd'hui une présence dans les territoires pour promouvoir les métiers qui sont extrêmement forts. Les métiers des agents généraux est assez présent. On fait des vidéos. On a fait toute une série de vidéos pour l'ensemble de nos branches. On a eu plus de 6 millions de vues l'année dernière. Ce qui veut dire qu'il y a un mouvement d'entraînement autour de... Enfin, l'interbranche dans l'OPCO... Donc on ne part pas de zéro. Ce que vous dites, c'est qu'on ne part pas de zéro en termes de communication. On est en train de mettre tous les outils en place au service des agents généraux pour faciliter leur recrutement et leur rapprochement avec les écoles. Faire connaître sans arrêt le jeune. Il faut qu'on arrive à rentrer dans ces métiers en se disant on a envie d'y aller. Béatrice Ménil, vous en pensez quoi de cette attractivité?
Cette attractivité, en fait, elle est limitée par le fait de l'image véhiculée par l'assurance, notamment dans les médias. Voilà. Bon, pour moi, l'assurance, que j'ai découvert par hasard, comme je pense à peu près tout le monde, mais j'ai quand même passé ma vie active dans le domaine de la formation en assurance. Qu'est-ce que j'ai constaté ? J'ai constaté donc qu'on y rentrait par hasard, qu'on y rentre toujours par hasard, et que effectivement, tous les assureurs, globalement, connaissent des problèmes de recrutement. Donc, je pense que si je fais la synthèse de ce que j'ai entendu, je pense qu'il y a effectivement un vivier d'emploi parmi les demandeurs d'emploi, parce qu'ils sont quand même nombreux. Ils partent pas nécessairement à zéro. Les dispositifs sont peut-être pas suffisants. Je pense notamment aux demandeurs d'emploi de plus de 30 ans qui peuvent pas bénéficier de financements, on va dire un peu longs, entre guillemets. Et puis je pense que l'alternance, c'est vraiment l'enjeu de demain pour recruter des jeunes et les faire entrer dans l'assurance et en particulier chez les agents généraux. Parce que les métiers d'agence générale, quand même, ce que j'en retire moi de l'extérieur, on va dire, entre guillemets, c'est quand même qu'ils sont variés. Il faut être polyvalent dans une agence. Je veux dire, il y a des spécialisations, mais la digitalisation, elle a fait varier les tâches. Et en plus, on a des évolutions réglementaires en assurance qui nécessitent sans arrêt des processus d'amélioration des compétences. Mais cette attractivité, elle est aussi indispensable pour les collaborateurs actuels des agents généraux, non ? Parce qu'il faut qu'ils restent aussi d'une certaine façon. Bien sûr. Non ? Mais même les alternants, faut arriver à les garder. Il faut les garder. On les a en apprentissage. Il faut les attirer, il faut les recruter, mais il faut les garder. Voilà. Et ça, je pense que la territorialité, l'entrée par le territoire, un peu aussi stimulée par la crise sanitaire, dont les aspects ne sont pas que négatifs, mais c'est quelque chose d'important. Parce que, je pense qu'un collaborateur dans une agence, il faut qu'il sache un petit peu de quoi sera fait son avenir. C'est-à-dire que c'est important de lui proposer des projets d'évolution, des projets ou donner du sens à l'activité, peut-être aussi, non, d'une certaine façon, ou de l'impliquer peut-être plus dans une relation avec les clients, en lui dédiant une partie de clients à travers un portefeuille. Enfin, il y a plein de solutions aujourd'hui. Et puis il y a le salaire. Parce que là aussi, encore une fois, ça reste un élément, même si on n'arrête pas de dire que c'est pas la priorité, c'est quand même mieux quand les gens sont bien payés. Donc là aussi, il me semble que c'est important. Et moi, je vois passer des dossiers de recrutement à GRH, où je pense que les agents généraux, pour certains, n'ont pas compris qu'il fallait aller un peu plus loin en termes de rémunération. Et ça, moi, j'en ai même appelé quelques-uns, des confrères qui avaient publié des offres en leur disant: vous ne trouverez personne. Dans ces conditions, c'est pas possible. Vous pouvez pas trouver un bac+5 et lui donner le SMIC. C'est impossible. Donc, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Et nous, employeurs, il faut que dans ces domaines-là, on soit même aussi de pouvoir rémunérer correctement des collaborateurs qui s'investissent. On sait si on a beaucoup de collaborateurs d'agence qui partent. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y en avait beaucoup qui arrivaient des compagnies. Est-ce qu'il y en a qui partent Oui, il y a du mouvement, forcément. Oui. Alors déjà, il y a du mouvement naturel parce que la crise, elle a aussi bougé des vies de couple. C'est clair. On a des choses qui se sont passées. Il y a des entreprises qui se sont restructurées. Moi, j'ai en tête une collaboratrice dans une agence qui est partie rejoindre son mari à Marseille parce que son mari a été muté. L'entreprise s'est décentralisée, elle est revenue sur un site. Voilà, donc il y a déjà le phénomène normal de vie dans les agences. Après, des départs, il y en a comme dans toutes les professions. Pas plus que... Non, pas plus que dans d'autres professions. Dans d'autres secteurs. Il faut aussi penser que l'emploi des collaborateurs est intimement lié au pilotage du réseau par les compagnies. C'est-à-dire qu'il y a aussi des regroupements d'agences, il y a des grossissements de taille d'agences par des rapprochements. Au niveau des portefeuilles, c'est pas toujours un pour un. Donc il y a aussi un événement qui vient de la part des choix que les compagnies font territorialement sur leur maillage. Alors on va aborder maintenant le sujet de la formation. Après les négociations salariales, l'attractivité du secteur, un énorme enjeu pèse sur la formation des collaborateurs, sur la réforme de la formation. Est-ce qu'il y a eu de gros changements, Yves Portelli, sur l'ensemble des professions, mais plus spécifiquement sur la formation qui est liée aux agences, des agents généraux ?
sur l'ensemble des professions. Sur l'ensemble des professions ? Les agents généraux ne sont pas un cas particulier. Ils sont dans le mouvement. La loi de 2018 a fait une profonde réforme de l'allocation des ressources dans différents secteurs, puisque aujourd'hui, la création du CPF, le développement de le CPF, compte personnel de formation. Je ne vous ai pas repris. Mais le compte personnel de formation qui fait qu'aujourd'hui, un salarié dispose d'une somme d'argent et qu'il peut choisir la formation qu'il souhaite. Qui n'a peut-être pas de lien immédiat avec le métier qu'il occupe d'ailleurs. On est pas mal sollicité d'ailleurs. Voilà. Donc le CPF, vous avez de l'autre côté l'alternance. L'alternance existe. Il y a tous les bilans, les bilans professionnels qui existent aussi. Il y a une allocation, les régions qui ont récupéré aussi une partie des fonds. Ce que je veux dire, c'est, et in fine, les OPCO qui ont récupéré une partie des fonds. Mais à l'origine, c'était je verse ma taxe professionnelle, enfin ma taxe de formation professionnelle, et je récupère en plan de formation. Aujourd'hui, la chose a complètement changé. Aujourd'hui, on a une contribution unique de formation professionnelle et d'alternance qui est financée par les entreprises, globalement. Seule une partie des entreprises, celles de moins de 50, et là, les agents généraux sont plutôt chanceux, j'ai envie de dire, puisque les moins de 50, ils sont beaucoup à moins de 50, et les moins de 50 ont encore une possibilité d'avoir des financements pour leur plan de formation. Mais globalement, elle est assise sur quoi ? Sur une masse salariale, cette contribution. La masse salariale 2020 n'a pas été bonne, la masse salariale 2021 n'a pas été exceptionnelle non plus. Et il y a, même si dans l'OPCO Atlas, nous avons la chance d'avoir des branches qui n'ont pas extrêmement utilisé le chômage partiel, globalement, aujourd'hui, les ressources que la contribution unique fournit à l'État est gérée inter-OPCO. Donc il y a une redistribution inter-OPCO. Donc ça veut dire qu'en gros, la mutualisation fait qu'aujourd'hui, nous pouvons rattraper des endroits qui ont peut-être moins d'argent. Voilà. Globalement, tout le monde est touché par cette baisse. Et en gros, en 2 ans, nous étions à 57 millions d'euros sur le plan de développement des compétences. Nous passons à 36 millions d'euros en 2021. Alors on a dit au tout début de l'émission qu'on prenait quelques questions d'agents généraux justement sur le sujet de la formation. On a un grand nombre de questions sur la baisse du financement pour les collaborateurs. Grégoire, vous voulez répondre à ces interrogations des agents généraux ? On a ces éléments généraux que Yves Portelli a précisé, toutes branches confondues. Et ensuite, on a un autre moteur financier compliqué, mais positif. En 5 ans, on a multiplié par 2 le recours à la formation des agents, enfin pour leurs salariés. D'accord. Voilà. Donc en 5 ans x 2 en termes de x2, voilà. De nombre de formations. Au niveau de notre dispositif phare, compétences, mais aussi les autres dispositifs quand ils se forment. Donc on a de plus en plus d'agents qui se forment. De plus en plus, de collaborateurs d'agences qui se forment. Pourquoi ? Technicité, volonté de se former. Aussi, il faut le dire, l'exigence juridique de formation liée à la DDA. On parle des assureurs. L'assurance formation, c'est, entre guillemets, on cotise tous, mais si tout le monde consomme, et on consomme, et c'est très bien, les agences forment, etc. Mais donc on arrive aussi à un moment où on a un effet, quasi tout le monde doit se former, c'est une obligation. Tout le monde se forme, tout le monde ne se forme pas dans les dispositifs. Donc il y a une baisse, c'est bien ça. Il y a une baisse, donc il y a moins de sous. On va être un petit peu trivial, et parce que tout le monde se forme. Il y a moins de sous et tout le monde se forme. Le taux de recours est plus important. Donc on a une baisse des taux de prise en charge. Les agents qui plus expérimentés connaissent ça, qu'on exprimait toujours en heures de formation. On a exprimé un moment avec des plafonds en euros, mais cette année, on a simplifié pour réorganiser la dispersion. On est aujourd'hui une prise en charge de 7 heures de formation par les financements publics, dits financements Atlas, alors qu'on est dans le passé sur un nombre d'heures plus important. Donc oui, c'est un changement profond, parce que tout le monde doit se former. Et qu'il y a moins de sous. 7 heures qui remplace, c'était combien avant on avait un plafond qui était à 21 heures. 21 heures. Qui était à 21 heures. Mais le taux de recours effectif était, pour nos dispositifs Cap Compétences, plutôt à 2 jours, 14 heures, et pour la totalité des dispositifs de formation, plutôt à 7 heures. Donc oui, on avait le plafond 21 heures, on l'a baissé, mais on a collé évidemment à la réalité et ce qu'on voyait. Voilà. Donc il y a un enjeu majeur sur la formation, mais il y a quand même néanmoins une baisse, que l'on constate en termes de financement. Yves Portelli, vous voulez réagir ? Il y a un enjeu majeur sur la formation, sur, on va dire, une partie des financements de cette formation. C'est-à-dire que sur le plan de développement de compétences, oui, nous avons une baisse. À côté de ça, on a évoqué tout à l'heure les formations des nouveaux collaborateurs qui arrivent, comme les demandeurs d'emploi ou l'alternance. Je veux dire, tout ça, c'est financé globalement. Et à côté, nous avons une opportunité
en 2022, j'appelle ça une opportunité. L'État a mis en place un fonds a utilisé le Fonds national pour l'emploi et finance aujourd'hui un gros volet de formation autour de parcours de formation. Et ça, c'est ça qui est important. Donc c'est une opportunité. C'est une opportunité. Béatrice Ménil, qu'est-ce que vous voulez dire sur ce sujet des enjeux de la formation ? Les enjeux de la formation, ils sont fondamentaux parce que c'est ça qui sécurise les parcours. Mais ça baisse d'un autre côté aussi ? Ça baisse, mais on peut, avec un peu moins aussi, rationaliser et un peu contractualiser, je dirais, avec les organismes de formation, parce que les niveaux de prise en charge sont parfois assez surprenants. Le prix de la formation. C'est-à-dire les organismes de formation, il faut qu'ils s'adaptent aussi. Il faut qu'ils prohibitif, vous voulez dire c'est ça que vous voulez dire ? Je pense, oui, que dans certains cas, c'est prohibitif. Bon, l'AGA, c'est vrai, un programme compétences, on va dire, qui se porte bien, malgré tout, et qui donne satisfaction. Et puis, il y a des enjeux aussi au niveau des organismes de formation sur la qualité. C'est-à-dire que former, c'est bien, mais il faut être sûr qu'on atteint les objectifs. Est-ce qu'il y a des efforts à faire sur certains publics ou pas, en particulier pour la formation ? Je pense, en ce qui nous concerne, les plus éloignés de l'emploi, les insérer. C'est pas propre aux agents généraux, mais d'une manière globale, c'est une politique sur laquelle on est extrêmement vigilant. L'insertion des publics éloignés de l'emploi ou des travailleurs handicapés, qui sont eux aussi une catégorie particulière. Bien sûr, ça paraissait évident, mais c'est bien de le rappeler, Yves. Je vais être très très rapide. Simplement, ce que je voulais exprimer, c'est que nous avons beaucoup de dispositifs. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider à trouver le bon dispositif. Donc, ne pas hésiter à nous appeler, à prendre contact avec nous, nous envoyer un mail. Nous sommes là pour vous aider. L'OPCO est là, il faut contacter l'OPCO pour si jamais pour c'est l'ingénierie compliqué. financière, en gros, de la formation des collaborateurs et pour le conseil, pour la bonne formation, pour la bonne compétence, on est là. Donc, c'est vraiment un sujet. Nous avons aujourd'hui des moyens financiers à disposition. C'est quoi votre site c'est un petit piège, pardon. Alors, moi, je peux vous opcoatlas.fr, voilà, donc ça, c'est bon. Donc, voilà. Ça va, c'est facile. Pascal, pour finir sur ce sujet de la formation. Alors, moi, je vais essayer de résumer, en restant politiquement correct, ce qui s'est passé. Il y a de l'argent dans la cagnotte. De la formation. Sauf que l'argent, il est plus fléché de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent qui était destiné à faire la formation continue, il s'épuise, on le remet sur d'autres choix stratégiques qui sont notamment le retour à l'emploi. Voilà, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 7 heures, on est effectivement contraint par une baisse de cette assiette qui nous permettait de financer les 21 heures. Néanmoins, on a la chance d'avoir, via le FNE, à mon avis, une formation un peu différente. Ça veut dire qu'il faut que les agents généraux aussi intègrent dans leur projet 2022 une réflexion un peu différente. C'est-à-dire que plutôt que de dire on va faire du cas par cas et on va faire des heures, on va essayer de proposer des formations via un parcours un peu plus élaboré sur une durée un peu plus longue via le FNE. Et sur le FNE, effectivement, il y a des fonds que l'on peut mobiliser pour la formation des collaborateurs. Alors sur ces sujets, merci Pascal Chaplot, sur ces sujets on ne peut pas évoquer l'expérience, en tout cas la validation des acquis de l'expérience. Non, vous êtes d'accord Béatrice Ménil ? Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que c'est un dispositif qui va être rénové, donc on va quand même attendre de voir ce que donne... Donc la VAE, Alors, validation des acquis de l'expérience. Voilà. Et dans l'expérience, bien sûr, on inclut l'expérience professionnelle, mais aussi les expériences extra-professionnelles, qui sont en général, par exemple, associatives. Vous pouvez être trésorier d'une association sportive, vous pouvez animer un club de danse dans votre ville. Voilà. On sait que les Français sont très très impliqués en général dans l'action associative. Donc on peut reconnaître aussi, à travers le processus de validation des acquis, ces expériences extra-professionnelles. Voilà. D'accord. Donc c'est un dispositif qui est en cours. Et pour l'agent général, Alors pour l'agent concrètement général, je pense que c'est une manière de reconnaître pour les salariés en place l'expérience acquise au sein des agences. D'accord. Et de la valoriser. Parce que tout le monde ne rentre pas avec un BTS d'assurance dans une agence générale. Il y a une formation qui peut se faire au fur et à mesure de l'expérience, comme son nom l'indique. Ça peut être une validation partielle et donc permettre aussi d'intégrer un parcours de formation allégé, entre guillemets,
pour combler, entre guillemets, les manques de la certification. La validation des acquis, ça aboutit à une certification nécessairement. C'est ce qui est important en termes aussi de message elle est vraiment à donner officielle. aux collaborateurs d'agents généraux. Yves Portelli, sur ce sujet, l'expérience ? J'ai envie de dire que sur ce sujet, il faut vraiment qu'on communique, parce que je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de ce dispositif. Parce qu'on a l'impression... Pourquoi les agents généraux ont peur de ce dispositif ? Non, pas les agents généraux globalement. En général, la France n'utilise pas vraiment ce dispositif qui permet justement à quelqu'un qui est arrivé à un niveau donné et qui finalement par son expérience peut montrer aujourd'hui des compétences fortes et qu'il est arrivé à un niveau supérieur. C'est un moyen qui normalement devrait être aisé, facile, utilisable et être accompagné pour le faire. Actuellement, globalement, c'est très peu utilisé. Je regarde sur l'ensemble des branches de l'OPCO, c'est très peu utilisé. Donc c'est une manière d'avoir une certification. Je rajouterai juste, il y a un deuxième dispositif qui permet aussi d'avoir une certification des collaborateurs en poste aujourd'hui, et la branche des agents généraux a été le premier à signer cet accord. C'est un accord sur la Pro-A, c'est la promotion par l'alternance. C'est un dispositif qui permet à des profils qui sont en dessous de Bac+2 de pouvoir accéder à une formation certifiante et diplômante dans le cadre de l'alternance au sein de l'entreprise. Ça marche, c'est très bien financé également. Voilà, je donne un ensemble de panels qui peut exister. C'est vrai que l'apprentissage, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'était bien que vous en reparliez. Yves Portelli, il nous reste 10 petites minutes à rester ensemble sur ce plateau. On parlait d'attractivité des métiers dans l'agence, au sein de l'agence. Un sujet qui est aujourd'hui important, c'est la qualité de vie au travail pour les entreprises. Qui peut nous dire comment est perçue cette QVT, là aussi, la qualité de vie au travail, par les agents généraux, Grégoire Dupont ? Alors, au-delà des acronymes dont on a dans la préparation, on peut vous confesser ça, on a beaucoup parlé d'acronymes et on a eu quelques petits moments de fou rire, la parenthèse. Au-delà de la QVT, c'est ce que j'exprimais peut-être au début de mes propos, c'est cette petite communauté humaine. Un agent général de l'assurance, ceux qui nous le savent, c'est en moyenne 3-4 collaborateurs. Donc évidemment, là, on y met ses relations, ses convictions, etc. dans cette communauté humaine. Donc, il est important que cette petite communauté humaine vive en harmonie avec un chef d'entreprise qui est au four ou au moulin, parce que il doit être en production et aussi en stratégie, il doit être DRH, etc. Il doit tout faire. Donc on a vraiment une attention pour que cette petite communauté humaine, mais c'est Monsieur Jourdain, les agents généraux là-dessus, et les services, il faut que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on met un mot un peu technique dessus, mais il faut bien qu'on ait une cohésion, que les personnes se sentent bien dans leur métier. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en parle ? Parce qu'évidemment, et là ça dépasse le secteur de l'assurance, on a d'augmentation de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, donc les personnes en dépression, pour dire des mots, ou qui ont des pathologies psychologiques liées à un mal-être perso, professionnel ou mix, etc., ça augmente. C'est dans tous les secteurs, de toute façon. On l'entend, chacun regarde des émissions là-dessus, lit des magazines. Donc oui, il y a une attention particulière. Et comme les autres secteurs, les agents ils sont confrontés personnellement à un salarié qui ne va pas bien. Et comme on est une petite entreprise, des effets de désorganisation, donc il y a un lien personnel quand on a quelques collaborateurs, évidemment, les éléments de perturbation sont immédiats. Vous perdez un quart de vos effectifs parce qu'il y a malheureusement un arrêt, parce que c'est nécessaire pour les personnes. Ça renforce encore la pression sur les 3 autres qui restent. Donc c'est un effet paradoxal. Donc oui, il y a une attention, ce sujet monte, et on a décidé au niveau de la branche avec les partenaires sociaux de s'en saisir. D'accord, donc il y a un vrai sujet sur la qualité de vie au travail dans les agences générales, comme ailleurs en fait. Voilà. Pas plus, pas moins, mais comme ailleurs. Un petit peu plus, pour être honnête, un petit peu plus. Parce que vous savez, on a des dispositifs de suivi collectif des arrêts de travail avec un partenaire assureur. C'est plus important, les pathologies dépression et les pathologies sont plus importantes. On est à une trentaine de % des arrêts de travail dans la branche qui sont liés à ces pathologies, alors que dans le portefeuille de notre assureur, on est plutôt à 17-20%. Donc on en a un petit peu plus. D'accord, donc il faut être très vigilant sur ce sujet de la qualité de vie au travail. Pascal, vous vouliez réagir tout à l'heure ? Simplement, je crois que on en parlait en préambule. Les collaborateurs sont en première ligne dans la relation client. Et aujourd'hui, il faudra bien, à un moment donné, se rendre à l'évidence que la crise sanitaire, elle n'a pas que des effets médicaux. Il y a aussi des sujets psychologiques. On a vécu un certain nombre d'événements que chacun n'avait même pas imaginé dans sa vie. Moi, j'avais jamais imaginé vivre un confinement, un couvre-feu. Enfin, c'est des termes pour moi qui étaient dans l'histoire ancienne. Tout ceci laisse des traces.
Et dans les comportements aujourd'hui et dans la relation, forcément, on a des sujets, les collaborateurs sont en première ligne, et effectivement, on souhaite réellement s'intéresser à ce sujet. Parfait. Alors, on va... Grégoire, un complément ? Ah non, pardon, Béatrice. Oui, moi, je voudrais quand même saluer l'effort qui a été fait au sein d'AGA de se saisir en particulier de ce sujet, puisque c'est intervenu, je crois, en CPNE, en Commission paritaire nationale emploi-formation, on va dire. Et ils ont été extrêmement proactifs dans l'analyse de ces statistiques et l'alerte. On s'est saisi vraiment. Voilà, on ne met pas la poussière sous le tapis, si je puis dire. Excusez-moi cette expression. Alors qu'on l'a vu dans d'autres situations, pas au sein d'AGA, mais voilà, les choses ont été prises à bras le corps. On a débloqué un budget, et ce budget va permettre de financer une étude spécialisée sur ces risques. Encore une fois, c'est suffisamment important pour le traiter complètement. C'est où on le traite ou on ne le traite pas. Mais si on le traite bien. Alors on a deux sujets. Grégoire. Juste une petite précision. Donc, on va lancer une étude, mais cette étude, il faut qu'on ait de la matière. Donc à compter du 1er février, on va diffuser sur les agents généraux et on souhaite qu'ils puissent le diffuser aussi à leurs collaborateurs. D'accord. Une étude complètement anonyme, sécurisée, avec un cabinet de conseil spécialisé, avec une méthodologie pour essayer de remonter des informations, pour voir quelles sont les actions potentielles. D'accord. Donc on a besoin de se regarder dans la glace honnêtement, tant côté employeur que salarié, pour essayer de... C'est très compliqué, ces aspects de risques psychosociaux avec ce mélange pro au perso. Donc on va faire appel à cette enquête avec une enquête qualitative et quantitative. Donc on retournera vers les agents et avec un souhait aussi qu'ils puissent, parce qu'on n'a pas les coordonnées des collaborateurs, qu'ils puissent aussi redispatcher cette étude au niveau des collaborateurs pour avoir des remontées d'informations. Donc en février, dans quelques semaines pour ceux qui nous regardent en direct. Donc il nous reste 5 minutes et on a 2 sujets à traiter. Donc le télétravail, on ne peut pas ne pas parler du télétravail aujourd'hui, ce qui touche les agences directement dans leur fonctionnement quotidien avec leurs collaborateurs, mais aussi avec leurs clients, on l'a parlé. Comment ça se passe concrètement, Pascal Chaplon, aujourd'hui, sur ce sujet ? Alors, le télétravail aujourd'hui en agence, c'est pas un événement majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont plutôt à l'agence qu'en télétravail. Pour une raison très simple, c'est que très souvent, les outils informatiques sont des outils qui sont mis à disposition par la compagnie. Alors la compagnie, dans certains cas, avait anticipé ou pas ce sujet du télétravail. Il faut de la mobilité, il faut des postes déportés, il faut des connexions sécurisées. Donc, tous les réseaux n'ont pas forcément accès à tous les outils déportés pour pouvoir travailler à distance. Donc c'est compliqué. Certains réseaux, c'est organisé, d'autres, ça ne l'est pas. C'est compliqué. Et encore une fois, on a plutôt un ressenti des collaborateurs qui ont envie de venir à l'agence. C'est-à-dire que c'est pas une demande forte, le télétravail aujourd'hui dans les agences, parce qu'on ne peut pas tout faire à distance. C'est très difficile. La relation client à distance, c'est difficile. C'est compliqué. Est-ce que ça va impulser une nouvelle organisation, peut-être des agences dans l'avenir ou pas du tout ? Ça doit induire obligatoirement une réflexion. C'est sûr. Il faut réfléchir à ce phénomène en espérant qu'on n'ait pas à y avoir recours une nouvelle fois. Mais ça peut aussi peut-être apporter quelques solutions. Et on voit dans certaines grandes villes que quand on est dans une agence rurale, on n'a pas le problème des temps de transport, de la proximité des transports. On n'a pas tous ces sujets qui sont au quotidien. On a le coût du carburant pour venir au travail. Mais... Éventuellement. mais on a aujourd'hui pas cette organisation pour se rendre à son travail. Je pense qu'il y a 2 approches différentes. Il y a ce qui se produit dans les grandes villes, les grandes métropoles, et ce qui se passe en zone un peu plus rurale. L'appréciation, à mon avis, pas tout à fait la même. Alors pour finir ce plateau, on va chacun de nos intervenants va vous donner un petit conseil, une petite idée pour terminer. Mais avant, je voulais parler d'égalité professionnelle. C'est un sujet là aussi de société, c'est un sujet majeur. Qu'en est-il, Grégoire Dupont, aujourd'hui en termes au sein des agences? Comment ça se passe sur cette égalité professionnelle? Sur l'égalité professionnelle, on a souvent trois axes. Égalité homme-femme pardon, il m'en manque un. Et le sujet de la diversité et le handicap. Sur l'égalité homme-femme, les chiffres aujourd'hui, on a majoritairement environ plus de 70% d'emplois féminins en agence.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'enjeu démographique. Avec cette masse aussi, l'enjeu traditionnel qu'on a dans certaines branches, l'éventuellement différentiel de salaire, peut exister, mais on n'a pas forcément d'éléments totalement criants, peut-être à compléter par Mme Duménil. Donc voilà. Donc mais il y a ce sujet-là, et avec un paradoxe, certains agents veulent masculiniser leurs équipes. Enfin, paradoxe. Pour avoir une parité, oui, parce qu'on a tendance à dans cette logique de promotion. Mais là, nous, les demandes, alors on est prudent, on a des équipes RH qui s'en occupent, mais on a plutôt des demandes. Si on a un profil masculin, ce serait intéressant. Donc c'est intéressant. Voilà. Au sujet de la diversité, on n'a pas de stats. Vous savez, les stats ethniques n'existent pas. Voilà. Ce qu'on constate quand même, c'est que du fait de cette territorialisation de l'agence et de son aire de chalandise, de clientèle et d'emploi, on a des collaborateurs d'agence qui ressemblent aux clients. Donc des zones urbaines, à forte diversité, etc., on les a dans les agences. C'est plus ça. C'est intuitif, on n'a pas de statistiques, mais on l'a parce qu'on a vraiment ce lien. Il faut qu'il y ait une reconnaissance. Vous êtes intégré dans les territoires, donc vous avez une représentativité. Alors, on voit vraiment, sur l'Île-de-France, on voit une grande diversité dans les zones, etc. Donc voilà. Par contre, le dernier axe, c'était sur le handicap. Là, il y a très clairement, on en parle régulièrement avec les membre du comité directeur, et parce qu'elle était sensible, on peut avoir des actes de progrès intéressants, parce que le métier de collaborateur de l'agence, il est quand même essentiellement sédentaire. Donc la logique d'adaptation du poste de travail peut se faire. Et là, on a probablement des actes de progrès. Des efforts, on peut être meilleur. Là, encore une fois, il n'y a pas de effectivement. Mais là, on peut être meilleur. On peut vraiment faire quelque chose d'intéressant, peut-être. Avec les compagnies, parce que on a été confronté à 2 recrutements il n'y a pas très longtemps, avec 2 collaboratrices qui étaient, deux collaboratrices avec une énergie débordante, mais par contre qui avaient des problèmes, qui étaient malvoyantes. Et on n'avait pas les outils informatiques, et la compagnie n'a pas été à même de pouvoir répondre à la demande de l'agent sur la mise à disposition d'outils informatiques organisés. Donc ça, c'est un sujet, et ça fait partie des sujets qu'on souhaiterait aborder avec France Assureur, puisque nous avons maintenant une nouvelle entité. Un nouveau nom. Mais c'est un vrai sujet, et je pense que sur le handicap, il y a des choses à faire. Et peut-être que sur l'accessibilité aussi, non, l'accessibilité, normalement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est derrière nous, puisque... Oui, ils sont soumis à l'accueil du public. Donc, du coup, c'est un sujet qui est logiquement derrière nous. D'accord. Donc, c'est l'adaptation des outils, en fait, pour permettre effectivement aux personnes en situation de handicap de pouvoir travailler normalement, quoi. Tout à fait. Parfait, alors on arrive au terme de cet échange. On va finir par un tour de table, comme d'habitude. Donc, vous nous avez parler des principales évolutions sociales et économiques qui touchent ou qui vont toucher les agences d'assurance. Alors, la promesse, c'est donnez-nous une idée aux agents généraux, donnez une idée aux agents généraux qui nous regardent, un conseil peut-être pour leur activité au sein de leur agence. Qui commence, Grégoire ? Un agent d'assurance, c'est un chef d'entreprise d'une petite entreprise. Il faut qu'il lutte, on le rabâche, contre le fait d'être tout seul. Donc il doit se rapprocher de sa fédération, de ses collègues, de ses élus régionaux, et qu'on puisse, la fédération ensuite orientera vers les conseillers Cap Compétences, les conseillers, etc. Mais voilà, ne pas rester isolé par rapport à ces difficultés de toute nature. Quels que soient les sujets d'ailleurs. Quels que soient les sujets. Donc voilà. Ne pas rester isolé. Vous avez tout ce qu'il vous faut à bout de clic ou au téléphone. Ou un échange, on n'est pas les magiciens non plus, mais échanger. Béatrice, c'est quoi votre conseil, ou d'une certaine façon, pour les agents d'assurance ? Mon conseil, c'est organiser la formation tout au long de la vie, co-construire avec ses salariés. Parcours de formation que vous évoquiez tout à l'heure. Parcours de formation parallèle, parcours professionnel. Parce qu'un parcours de formation doit donner naissance à un parcours professionnel. Et je pense que ça, c'est le sens de la co-construction entre les salariés et les employeurs. C'est un beau message, Yves Fortelli, de votre côté. On va dire, utilisez votre OPCO au maximum. On est là. Bon, on a fait le maximum, là. Utilisez, et franchement, aujourd'hui, on a des directions régionales, donc ils sont en proximité, ils sont là avec vous, ils sont là pour vous aider à recruter, ils sont là pour vous aider à former, ils sont là pour trouver le bon dispositif pour la bonne formation. Voilà. Donc, le message, je crois, est passé. Pascal Chaplon, pour terminer ce plateau, quel message voulez-vous passer ? Alors, moi, je crois que l'agent général, c'est un professionnel indépendant. Effectivement, très souvent, il se retrouve seul dans son agence à prendre un certain nombre de décisions et d'arbitrage. Une chose est sûre, il ne faut pas rester seul.
Et le fait de pouvoir avoir appui sur la fédération, faut vraiment en abuser. C'est très important. Et il ne faut jamais oublier que les grandes réussites qu'on a aujourd'hui dans les agences d'assurance, c'est en partie grâce aux collaborateurs. À l'heure actuelle, le collaborateur, c'est un maillon indispensable de la réussite de l'agent général. Donc il faut prendre soin de ses collaborateurs. C'est indispensable. Beau message de clôture, prendre soin de ses collaborateurs, de vos collaborateurs. Messieurs, merci d'avoir été présents sur ce plateau d'AGA TV. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur AGA TV, bien sûr.